Bonsoir à tous, ravi d'être avec vous en cette fin de semaine. Nous sommes le dimanche 2 mars et voici les titres de votre journal. À quelques jours de la Journée internationale des droits des femmes, nous entendrons Céline Cota-Lorda, déléguée interministérielle pour la promotion et la protection des droits des femmes, afin de connaître le programme de ce 8 mars en principauté. Nous reviendrons sur l'inauguration, après 6 mois de travaux, de la rénovation de la crèche de Monte-Carlo, à laquelle le prince Albert II et son épouse, la princesse Charlène, ont assisté cette semaine. Nous vous embarquerons à travers un voyage musical, celui proposé par le célèbre pianiste Christian Zacharias, dans un reportage à suivre. Et puisque cette semaine fait la part belle au 7e art, entre les Césars vendredi et les Oscars ce soir, nous terminerons sur du cinéma avec le directeur de l'Institut audiovisuel Vincent Vatrican, en vue de la projection au Théâtre des Variétés mardi du film Dans les champs de bataille. Mais d'abord, nous souhaitions vous partager ces images du Palais Princier illuminé en bleu depuis hier, premier jour du mois de mars et donc du mois de prévention contre le cancer colorectal. L'idée de cette opération est de sensibiliser au dépistage. Sont concernées les personnes âgées de 50 ans et plus qui peuvent se munir de tests notamment au CHPG et chez leur médecin traitant. Le cancer colorectal cause environ 17 000 morts chaque année en France, alors qu'il se guérit dans 9 cas sur 10 lorsqu'il est diagnostiqué à un stade précoce. La Journée internationale des droits des femmes approche. Samedi prochain, le 8 mars, Monaco mettra un coup de projecteur sur l'image et la représentation des femmes dans les médias, thème de cette année. Pour évoquer les temps forts de cette journée, Céline Cota-Lorda, déléguée interministérielle pour la promotion et la protection des droits des femmes, était l'invitée d'Émilie Rousseau. Bonsoir Céline Cota-Lorda. Bonsoir Émilie Rousseau. Quelle est la tonalité que vous avez souhaité donner à cette journée du 8 mars en principauté cette année ? Alors une journée placée sous le signe à la fois du divertissement et puis aussi de la pédagogie, parce que finalement on apprend bien en se divertissant. C'est une journée importante, la journée du 8 mars, qui permet de nous réunir, de rassembler nos forces pour porter ce message sur les droits des femmes. Il y a une thématique qui a été choisie cette année, c'est l'image et la représentation des femmes dans les médias. Donc à travers différentes activités, expositions, du gaming, des spectacles, on va pouvoir parler des femmes, de leurs droits et de la manière dont elles sont représentées. Et comment va s'articuler cette journée en principauté? Quels sont les temps forts qui vont rythmer ce 8 mars? Alors la journée va démarrer à 10 h avec un lancement par la présidente du comité des droits des femmes, Isabelle Béraud-Amadei, et qui sera suivie tout de suite par une table ronde avec la marraine de notre événement, Audrey Dana, qui est comédienne et réalisatrice de films. Et puis à la suite de cette table ronde, on aura une séquence concours d'éloquence avec des jeunes, parce que c'est important aussi d'impliquer les jeunes sur ces sujets-là. Et puis l'après-midi, nous aurons des activités dans la salle et en fin de journée des spectacles, un spectacle de gospel à 18 h avec que des femmes, que des chanteuses, 12 chanteuses sur scène, et puis un spectacle d'humour qui sera présenté par Hassan de Monaco avec 3 humoristes de la nouvelle scène. Et que représente pour vous cette journée internationale des droits des femmes, Céline Cota-Lorda ? Alors c'est une journée importante, c'est une journée qui est cochée dans l'agenda du comité parce que c'est le moment de se rappeler de ce qui a été mis en place, des avancées faites pour les droits des femmes et puis de voir aussi tout le chemin qui reste à parcourir pour aller vers une égalité des droits, parce que même si beaucoup de progrès ont été faits, tout n'est pas encore acquis et en particulier quand on regarde autour de nous dans le monde, on se rend compte que à certains endroits, il y a encore des femmes qui ne sont pas respectées, leurs droits sont bafoués et n'ont plus droit à la parole. Donc c'est important de penser aussi à ces femmes-là en cette journée. Et justement, en termes d'égalité, où en est-on à Monaco ? Il y a déjà pas mal de choses qui ont été faites, heureusement, en principauté, mais il reste encore du travail. Je pense en particulier à l'égalité en matière de salaire. On a pu s'apercevoir qu'il y avait des écarts de salaire à Monaco aussi, et ça c'est un sujet vraiment sur lequel il faut qu'on continue à travailler, parce que les écarts de salaire c'est la partie immergée de l'iceberg, mais il y a tout un travail préalable d'éducation, de formation, de sensibilisation à faire. Donc ça c'est un gros sujet
sujet. Et en réalité, ça pose aussi la question de l'évolution des mentalités, puisqu'on peut prendre des lois, on en a pris, ça existe, mais les lois, ça suffit pas. Il faut vraiment que la société dans son ensemble évolue pour aller justement vers encore plus d'égalité. On l'entend, cela fait partie des axes de travail du comité pour la promotion et la protection des droits des femmes. Quel bilan pouvez-vous faire d'ailleurs de ces actions ? Le bilan que nous avons tiré des actions de l'année passée, c'est qu'il y a une mobilisation collective qui est toujours plus forte avec tous les partenaires du comité. Je pense en particulier aux associations qui nous soutiennent, qui seront là d'ailleurs avec nous pour la journée du 8 mars, les entités institutionnelles, le Conseil national, la mairie, la direction des services judiciaires. C'est vraiment important de les avoir avec nous et bien évidemment les services de l'État. Donc mobilisation collective d'une part, l'amplification et la continuité au niveau des actions de formation, en particulier pour lutter contre les violences à l'égard des femmes. Et puis, dans le bilan et dans ce qu'on va poursuivre, c'est les actions à destination de la jeunesse. Je parlais tout à l'heure d'éducation et de sensibilisation. C'est très important de sensibiliser les jeunes aux questions d'égalité et aux questions de discrimination et de violence. Oui, il faut que ce message soit entendu par le plus grand nombre. Merci beaucoup Céline Cotalorda d'avoir été notre invitée ce soir pour exposer donc les animations qui auront lieu à l'occasion de cette journée internationale des droits des femmes le 8 mars prochain. Merci. Merci à vous. Il s'agit de rendez-vous incontournables pour les professionnels de la principauté. Les JCE Connect, ces rencontres de la jeune chambre économique dédiée au networking, changent de format. 4 rendez-vous sont prévus cette année. Le premier, Invest Time, s'est tenu jeudi dernier au Wine Palace en partenariat avec la BNP Paribas. Sarah Tarwani, à l'initiative de ce projet, est au micro de Christine Datomel. L'objectif est d'apporter d'une part une visibilité à notre partenaire qui va nous présenter un sujet phare et important qui touche le plus grand nombre de personnes afin de faire part de ses connaissances et d'autre part de faire découvrir des lieux phares de la principauté et de mettre en avant la principauté. Et donc tout le long de l'année, nous aurons 4 thèmes clés favorisant le networking et les synergies professionnelles. Tout le monde peut assister à ces rencontres, toute personne désirant de développer son réseau et d'enrichir ses connaissances. N'hésitez pas à consulter le site internet de la JCE pour ne manquer aucun événement. Autre rendez-vous à venir, cette fois, mardi prochain, l'Union des femmes monégasques proposera un groupe de réflexion sur les droits LGBT, un événement organisé en collaboration avec l'association Mon Arc-en-Ciel. Qui y participera et quel est l'enjeu? Vanessa Dessy a interrogé Véronique Demilo-Terrazzani. Ce groupe de discussion, qui est une soirée événement, parce que d'habitude c'est réservé à nos adhérentes, aura lieu à la Maison des Associations le mardi 4 mars de 18h à 19h30, en présence de Madame Béatrice Fresco-Rolfo, qui est présidente de la Commission de la Famille et de l'Égalité au Conseil national et aussi membre du Conseil de l'Union des femmes monégasques, de Madame Marina Cessac, qui est haut-commissaire à la protection des droits et à la médiation, et de l'association Mon Arc-en-Ciel, où nous allons parler des droits des personnes homosexuelles en principauté. L'idée, c'est de la rendre extrêmement vivante, avec d'un côté 2 spécialistes de la question, et de l'autre côté une association qui va pouvoir évoquer des cas concrets, précis, et pour montrer à quel point, justement, c'est indispensable de faire quelque chose. Et cette association en question est toute récente. Elle a vu le jour il y a moins d'1 an, en mai 2024. Revenons à présent sur un temps fort de la semaine. Le couple princier a visité la crèche de Monte-Carlo, l'une des plus anciennes de la principauté. La structure a été en partie rénovée et après plusieurs mois de travaux a rouvert le 16 janvier dernier. Fabien Bonilla et Arnaud Imbert se sont rendus sur place. La partie rénovée de la crèche de Monte-Carlo accueille des enfants de 2 mois à 2 ans. Le prince Albert II et son épouse, la princesse Charlène, viennent de visiter cet établissement municipal en présence du maire et de plusieurs élus. La bénédiction de la nouvelle crèche de 36 berceaux a été assurée par le père Jean-Ariel Boza Salinas. Le couple princier a ensuite visité les différentes salles en présence des bambins, quelque peu intrigués. Cette crèche est très prisée des familles parce qu'elle est dans le cœur de Monte-Carlo. On a 36 enfants qui sont accueillis, ils ont entre 2 mois et 2 ans. C'est la partie de la crèche de Monte-Carlo dédiée aux tout petits. 11 personnels s'occupent
au quotidien de ces bébés. Et donc le bâtiment datait de 1992 et la crèche avait été ouverte en 1997. Située à 2 pas de l'église et de l'école Saint-Charles, la crèche de Monte-Carlo a rouvert ses portes mi-janvier après plusieurs mois de travaux de réhabilitation. Ce bâtiment nécessitait une mise à niveau pour répondre aux besoins actuels de la petite enfance et aux nouvelles normes en vigueur, avec notamment un aménagement pour les personnes à mobilité réduite et une nouvelle configuration des espaces avec un système de libre cheminement. Le concept est très simple. En fait, on permet aux enfants de circuler à certains moments de la journée et d'aller dans ce qu'on appelle des univers où ils vont soit faire de la manipulation, soit écouter de la musique, écouter des histoires, enfin avoir des activités. Elles leur sont proposées au libre choix. Donc en fait, c'est au choix de l'enfant qui va donc se balader, croiser d'autres enfants et puis partager ces diverses expériences avec les autres. Après la rénovation de cette partie de la crèche destinée aux plus petits, prochaine étape, la rénovation de la deuxième partie de la structure qui accueille les enfants plus âgés de 2 à 3 ans. Le début des travaux est prévu fin mai. 6 hectares, c'est la surface que Monaco a gagnée sur la mer avec l'inauguration de Mare Terra il y a 3 mois. Une prouesse urbanistique qui attise la curiosité de nombreux passants. Pour en savoir plus sur cet écoquartier, des visites guidées sont organisées par la direction de l'aménagement urbain. Fabien Bonilla et Arnaud Imbert ont participé à l'une d'entre elles. Il est 14 h, le rendez-vous est donné sur la place Princesse Gabriella devant l'œuvre 4 lances d'Alexandre Calder. C'était une première ce mercredi, une 50aine de personnes sont venues pour découvrir les infrastructures de Mare Terra. Au vu du nombre, 2 groupes ont été constitués, ils ont été guidés par des responsables de la direction de l'aménagement urbain. Une promenade immersive au cœur des espaces publics de Mare Terra, entre le projet, son histoire et les choix qui ont façonné son aménagement paysager. Cette visite a duré un peu plus d'1 heure. C'est quand même historique, une extension en mer, ça fait très longtemps qu'on travaille dessus, les gens en entendent parler, beaucoup étaient déjà venus, donc ça montre l'enthousiasme du public, mais il y a toutes les anecdotes, ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire le souterrain qu'on présente en photo, parce que ce n'est pas des sites qui sont visitables, les galeries techniques, on ne se rend jamais compte de ce qu'il y a en dessous de nos pieds, et puis il faut aussi qu'on valorise le travail qui a été fait par les jardiniers. On a travaillé beaucoup d'heures et le but, c'est de montrer notre savoir-faire. Je l'ai lu sur Nice Matin à 13h30. Donc je me suis dit, j'ai le temps de venir et d'y aller. Voilà, vraiment, parce que je me suis dit, tiens, déjà j'étais venue par moi-même me balader, mais alors avec ma grand-mère de 94 ans, nous étions restés sur le plat, c'est pas les conditions, donc je me suis dit c'est parfait. On travaille à l'Office du tourisme et on est venu pour pouvoir un peu découvrir un peu mieux le quartier, pour surtout pouvoir l'expliquer aux visiteurs qui nous posent quelques questions à l'office, voilà. Et qu'est-ce que vous avez pensé de la visite ? Très intéressant, je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant axé sur l'aspect, sur la végétation, et plutôt surprise de ce côté-là et agréablement surprise. Avec 800 arbres et 35 000 végétaux sur 9 400 mètres carrés d'espace vert, ce nouveau quartier intègre un gros réseau de fontaineries comprenant entre autres 5 bassins. L'ADO traite uniquement sur Mare Terra autant d'eau de fontaine que sur le reste de la principauté. Les personnes présentes ont pu en savoir plus sur les infrastructures et les démarches durables mises en place, dont un bassin d'arrosage récupérant les eaux pluviales pour l'irrigation des espaces verts et un bassin d'orage limitant les rejets en mer. Durant cette visite, il a été possible de découvrir également les 2 nouveaux espaces insolites, la grotte bleue, qui offre une vue sur l'intérieur d'un caisson jarlant, sans oublier l'espace de méditation orné de quartz, de verre et de métal. Si vous êtes intéressé pour découvrir cet espace sous un autre angle, la direction de l'aménagement urbain propose des visites. Il ne pleut pas, les mercredis 5, 12 et 19 mars, c'est gratuit et sans réservation. Le rendez-vous, 14 h sur la place Princesse Gabriella, devant l'œuvre d'Alexandre Calder. La prochaine, donc, vous l'aurez noté, c'est ce mercredi 5 mars. Vous les avez peut-être aperçus flotter dans les airs. Des drapeaux habillent la promenade de la plage de l'Arvoto. Ce projet s'appelle Healing Flags. Il a été initié par une association monégasque et réalisé en collaboration avec l'École internationale de Monaco, le Centre scientifique et le pavillon Bosio. Le but, annoncer une conférence qui se tiendra la semaine prochaine. Par cette installation, on voulait vraiment parler et célébrer résilience, l'importance de santé globale
et aussi l'importance de préserver notre océan et parler de corail aussi, que c'est vraiment le corail, c'est symbolise la santé de l'océan. We have over 180 delegates attending from both local, national and international areas, so we're very excited. The main topics of the summit focus on regenerative leadership, so how organisations are leading sustainably, equity and equality, because we know that the climate crisis will impact disproportionately underserved communities, and then finally ocean action. I think as a principality we really excel at. Les propos ont été recueillis par Alban Gingembre. Les mélomanes se sont déplacés en nombre vendredi soir à l'auditorium Régnier 3 et pour cause, l'un des plus grands pianistes contemporains s'y est produit, l'allemand Christian Zacharias. Au programme, de grands airs avec des chefs-d'œuvre d'Haydn et de Schubert, mais aussi quelques surprises. Le sujet est signé José Sacré, Arnaud Imbert et Clélia Renaud. Le grand pianiste et aussi chef d'orchestre Christian Zacharias a donné un récital le 28 février à l'auditorium Régnier 3. En première partie, des sonates et moments musicaux de Haydn et Schubert, sublimes. Et en deuxième partie, Christian Zacharias a associé, enchaîné des pièces de François Couperin et de Francis Poulenc. Une très belle surprise pour le public. Oui. Même pour moi, on pourrait dire. Parce que j'ai appris ça depuis 2-3 ans. Vous savez, j'ai jamais connu les œuvres de Couperin. J'ai toujours eu peur des clavecinistes français, parce que je dis que c'était que des trilles, des petites choses, des appoggiatures, des décorations. Et tout d'un coup, je ne sais pas quel jour il y avait les barricades mystérieuses qui arrivent, peut-être à la radio ou quelque chose, et là il y a un trill à la fin, mais le tout c'est comme du Brahms. J'ai appris que Brahms adorait Couperin, et tout d'un coup, en travaillant, en restant à la maison, je découvre qu'il y a quand même une relation entre le Poulenc du XXe siècle et son maître claveciniste Couperin, et comme ça, tout d'un coup, les œuvres se sont rencontrées, pour ainsi dire, et pour moi, c'est un immense plaisir de voyager, n'est-ce pas, de voyager les siècles. Christian Zacharias, vous venez de jouer pendant plus de 2 heures sans partition. Vous ne craignez pas le trou de mémoire? Le solo, on est plus libre, on est quand même plus libre. Et il faut un peu balancer la peur de ce trou, mais aussi, il ne faut pas oublier, on a quand même de l'expérience. Je fais ça depuis 50 ans. Et de se perdre et de se retrouver, disons, ça c'est aussi un art. Alors que la cérémonie des Oscars aura lieu dans la nuit, nous allons parler 7e art avec Vincent Vatrican. Le directeur de l'Institut audiovisuel propose aux cinéphiles de découvrir ou redécouvrir mardi prochain au Théâtre des Variétés Dans les champs de bataille, un film de Daniel Arbid qui raconte la vie d'une famille, et en particulier d'une adolescente de 12 ans prénommée Lina pendant la guerre du Liban. L'interview est menée par Fabien Bonilla. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Aujourd'hui, on part au Liban avec Dans les champs de bataille et c'est dans le cadre du cycle Cinéma et Méditerranée. En effet, c'est le cycle qu'on développe avec les rencontres Méditerranée internationales, Monaco et la Méditerranée, portées par Elisabeth Bréau. Donc c'est une année sans colloque, mais on maintient quand même le film. D'accord. C'est l'idée qu'on a voulu garder avec Madame Bréau, c'est que en année creuse, il y ait quand même un film qui illustre le cinéma du bassin méditerranéen. Et cette année, on a choisi le Liban. Alors qu'est-ce que ce film? Quelle est l'histoire tout simplement? Alors c'est un film qui est tourné au Liban dans les années 2000, mais qui évoque le Liban des années 80, absolument, en pleine guerre civile. L'histoire est celle d'une famille dont on va vivre
l'intimité pendant quelques jours, et c'est en fait une famille qui se déchire. L'objet du film, pour la cinéaste Danielle Arbide, c'est de montrer que la famille qui se déchire est une métaphore de la guerre du Liban. Donc c'est aussi une guerre de famille. C'est ça, parce que quand on voit le titre dans les champs de bataille, on imagine un film donc sur la guerre du Liban, et finalement, comme vous dites, c'est un film sur une famille, entre les relations humaines dans une famille, hein, concrètement. Oui. Des relations difficiles des fois. Des relations extrêmement difficiles. Mais si vous voulez, la guerre est volontairement maintenue hors champ. Elle est présente parce qu'on entend régulièrement le bruit des bombes, le bruit des explosions. Mais c'est une toile de fond en fait. Hein. En toile de fond, parce que la famille régulièrement se retrouve avec les autres familles du même immeuble dans dans les bunkers pour se protéger des bombes. Donc en toile de fond, la guerre est présente, mais la guerre véritable que la cinéaste veut nous montrer, c'est celle d'une famille qui se déchire, vue par les yeux d'une jeune enfant de 12 ans, avec relations conflictuelles avec son père, avec sa mère. Elle s'éprend de sa grand-mère qui va lui faire découvrir un certain nombre de choses. Donc c'est aussi quelque part un roman d'apprentissage. C'est un film que vous nous conseillez ? Il faut aller le voir. Fortement, parce que c'est, encore une fois, c'est ce que j'apprécie dans le cinéma, dans sa capacité de nous donner des nouvelles du monde, tout en nous racontant des histoires qui nous regardent au fond des yeux. Allons voir donc dans les champs de bataille. Merci Vincent. Merci Fabien. Cette édition touche à sa fin. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un court instant, vos prévisions météo présentées par Marie Bonnet-Blanc. Et puis ne manquez pas demain la sortie du podcast de Maro Engel. Au micro de Geneviève Berthier, le pilote automobile allemand reviendra sur son parcours, ses ambitions et son rôle de champion de la paix, le collectif d'athlètes de haut niveau créé par Peace and Sport. À la présentation ce lundi, vous retrouverez Émilie Rousseau. Très belle soirée à tous. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous, on se retrouve pour faire le point sur le temps. Ce début de semaine, il va faire beau et le ciel sera dégagé. Le soleil brillera. Côté température, elles seront agréables avec 9 degrés le matin et jusqu'à 15 degrés dans l'après-midi. En ce 3 mars, nous souhaiterons une très belle fête à toutes les Athéna. Dans la mythologie, Athéna, c'est la déesse de la sagesse, des arts et des sciences, protectrice d'Athènes, elle est guerrière. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.